Bonsoir à toutes et à tous. Nouvelle édition de Quelle Comédie, avant-dernière émission de l'année. Je commence bien. Cette émission sera consacrée à un sujet tout particulier ce soir, puisque nous recevons 3 membres de l'Académie de la Comédie Française pour évoquer le spectacle de sortie, de promotion 2021-2022 de l'Académie de la Comédie Française. C'est le titre exact c'est l'intitulé de ce spectacle. Bonsoir Amélie Lacoste. Bonsoir. Bonsoir Robin Azéma. Je vais dans le sens, inverse des aiguilles d'une montre. Et bonsoir Emma Laristan. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. Vous étiez en répétition. Vous venez de monter des entrailles de la Comédie Française pour nous rejoindre ici à la table du secrétariat général. C'est ainsi que nous avons appelé cet endroit où nous enregistrons les émissions tous les lundis soirs. Donc depuis 2009, je vais faire un petit rappel et puis après je vais vous poser des tas de questions sur cette histoire d'académie. La Comédie Française accueille chaque saison de jeunes diplômés des grandes écoles supérieures d'art. 6 comédiens qui sont sélectionnés sur audition puis entretien avec l'administrateur général, en l'espèce Éric Ruff. Et puis depuis 2015, une ou un metteur en scène dramaturge, un ou une scénographe, un ou une costumier qui veut... Allez, il va falloir se lancer, l'un d'entre vous, rappeler ce que c'est en fait que l'Académie de la Comédie Française, comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait, que se passe-t-il pendant ces 11 mois, puisque vous y passez 11 mois, comment tout ça est structuré, qu'est-ce que vous faites de votre temps et à vous. Allez, Émilie, c'est parti. Je pense que c'est assez différent selon les spécialités. Vous êtes entrée comme metteuse en scène et autrice. Hein, c'est ça. Et donc moi, il y a plusieurs éléments. C'est d'abord, je fais de l'assistanat sur des spectacles qui sont programmés au cours de l'année. Donc j'ai travaillé sur le Tartuffe de Ivo Vanov et sur le Mariage forcé de Louis Arène, principalement. Donc ça, c'est un premier volet. Après, je fais aussi partie du bureau des lecteurs. Qui est animé par Laurent Mühlhausen, dans le cadre duquel je lis des textes des dramaturgies contemporaines. Qui ont vocation peut-être à rentrer dans le répertoire, c'est ça Plutôt à être lus et à donner une visibilité à ces auteurs qu'on retient. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait 2 lectures, une au studio et une au Vieux-Colombier en début d'année, de 2 textes, donc d'un auteur russe et d'un auteur grec. Que vous aviez choisi ? Que j'avais choisi, voilà. Et après, je mets en scène le spectacle de sortie, donc qui sera aussi une adaptation de la version censurée du Tartuffe de Molière, rétablie par Georges Forestier. Et qui a été mise en scène pour le lancement de saison Molière, par Ivo Vanov, avec lequel donc, vous avez travaillé. Oui. Et alors vous, comment vous êtes catégorie comédienne. Et on a des cours aussi, j'ai pas dit. Ah, oui. Alors c'est quoi ces cours ? Vous avez des cours ? On a des cours de un peu gestion culturelle, où on apprend à faire des budgets de production, à communiquer sur nos projets, et à la fin on soutient un projet qu'on compte monter ou dont on rêve pour le futur. Et donc ça, la soutenance, c'est bientôt ? C'est fini. C'est passé. C'était quand ? C'était il y a une semaine ou deux ? Il y a 2 semaines. Mais après, c'est un suivi qui est tout au long de l'année aussi, parce qu'on a un objet concret à rendre qui est un dossier de spectacle, un dossier de diffusion. Même quand on est comédien, catégorie comédien, on doit travailler sur un projet comme ça. Les 9 académiciens. Ouais. Et peut-être Oriane, elle l'avait fait avec toi ou non ? Elle a son truc aussi. Elle a son truc aussi. Non, mais tout le monde. Et donc c'est à partir de ça, donc ce dossier qu'on remplit un peu grâce à tous les cours qu'on a et des intervenants qui viennent nous aider, nous parler aussi du rendu. On est quand même assez accompagnés, c'est ça que je veux dire. Et à la fin, on donne donc notre dossier papier aux personnes qui viennent nous interroger ensuite dessus, donc dont Éric Ruff, Anne Marais, etc. Et puis ensuite on passe la soutenance devant eux. Alors, Robin Azéma, moi je me suis laissé dire que vous étiez rasé la tête récemment, que tout ça n'était pas dû à une volonté capillaire. Enfin si, quelque part c'est dû à une volonté capillaire de moi,
qui est que... Qui voulait coller un personnage. Voilà, c'est par esprit professionnel. La transition est tellement fine. Complètement. Comment vous êtes retrouvé? Par quel truchement vous êtes-vous retrouvé totalement chauve, Robin Azéma? Par le truchement du bourgeois gentilhomme, en fait. C'est-à-dire que je joue l'un des deux laquais dans le bourgeois gentilhomme avec Vianney Hercel, qui est aussi académicien. Et on m'avait expliqué qu'il fallait être chauve pour ressembler le plus possible à Christian Eck, qui aussi est à 100%. Qui est le maître étalon de tous les personnages masculins. C'est ça. La pièce, en tout cas de ceux qui travaillent pour lui. C'est le chef. Et du coup, on veut ressembler au chef, et donc on est chauve. Quoi qu'il arrive, les personnages sont chauves, c'est conçu dans leur design. Et donc, quand on a commencé à aller faire les essais un peu pour les mises de faux crânes, etc., j'ai vu que j'ai naturellement beaucoup de cheveux, et ça tenait assez chaud, et c'était un peu compliqué. Ça dure une bonne heure quand même à installer, plus demi-heure, 3/4 d'heure à enlever avec tout le gel qu'il y a dessus, ces douches obligatoires, etc. Enfin, ça représente quand même une bonne heure et demie, 2 heures. Une logistique dont vous avez voulu faire l'économie, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que mais c'est avant tout de la conscience professionnelle aussi pour être à 100% dans le personnage et ressentir vraiment ce qu'on ressent quand on a le crâne rasé. Quand on est un laquais. C'est ça, complètement, voilà. Donc, ce qui sous-tend ma question, c'est qu'en fait, vous faites partie des distributions des pièces, que ça fait aussi partie. Vous travaillez comme assistante auprès des metteurs en scène, et vous, comédien, vous êtes distribué, en fait. C'est ça. Donc, pas dans tous les spectacles, mais on est distribué quand même assez fréquemment. Ouais, cette année, on a eu pas mal de chance. On a eu aussi beaucoup de distributions de groupes. On était tous sur des projets. Tous les académiciens? Ouais. Tous les académiciens sur l'alternance à Richelieu, dans la Cerisay, dans les Démons, dans le Tartuffe d'Ivaux. Donc, et pourquoi c'est une chance? Parce que vous êtes une espèce de groupe dans le groupe, les académiciens? Une petite troupe dans la troupe? Ça dépend des projets, cela dit, parce qu'on se sent pas forcément, selon les projets, on se sent pas spécialement isolé non plus de petites troupes dans la troupe. Mais ça nous donne une force, en tout cas, par exemple, je sais que sur la Cerisay, il y avait quelque chose de joyeux de venir faire les invités, de venir juste pour faire une danse en plein milieu, et que ça nous a aidé à former un groupe aussi, de travailler directement avec Guy Cassiers, tout ça, tous ensemble. Sur les démons. Ouais, les démons, c'était notre premier spectacle, les démons. Alors ça nous a permis de nous fusionner aussi, nous, en tant que groupe existant, parce que on sait qu'il y a eu des années auparavant où les académiciens n'ont jamais été les 6 comédiens et comédiennes sur un même projet, donc ils n'ont jamais eu l'occasion de se rencontrer au plateau, en tout cas avant leur projet de fin d'année. Et nous, on a au moins eu cette chance-là, c'est vrai. À plusieurs reprises. Et donc, tout ce qui se passe là pendant ces 11 mois, c'est-à-dire les cours que vous suivez, le mémoire que vous présentez, et puis vos participations respectives aux mises en scène, aux distributions, est-ce que tout cela représente une forme de prolongement pratique de vos formations plus académiques? Est-ce qu'on peut dire cela ainsi? Moi, je trouve qu'en tout cas, c'est un superbe exercice de professionnalisation pour nous, parce qu'on fait partie... on a quand même une partie où on apprend toute l'année à développer nos propres projets personnels artistiquement, et ça, c'est pas quelque chose qu'on a toujours, en tout cas en tant que comédien. Vous venez d'où, par exemple, Emma? Vous étiez en quelle école? La Lambda, à Londres. Donc, c'était un peu une exception cette année, parce qu'avant, il n'y avait pas forcément des écoles internationales qui auditionnaient, et puis là, ça rentre pas mal. Je sais qu'il y a 2 académiciennes pour les promotions qui vont aussi venir de cette école. Mais en tant que comédien, on n'a pas toujours cette formation sur comment créer un dossier, comment monter son propre projet. Quand on ressort, on a surtout des bases vraiment sur le jeu pur et dur. Donc ça, c'est très très important. Et en plus, on a une expérience de plateau cette année. On a joué tellement que j'ai trouvé ça c'est une vraie continuation de notre formation. Émilie, vous avez commencé quand même un peu sur quelque chose de danse, quoi, qui était le Tartuffe d'Ivo van Hove. Oui. Et ça ne vous a pas écrasé, puisque vous avez décidé de proposer votre propre adaptation de ce spectacle auquel vous avez participé, et donc une adaptation finalement d'un texte inédit, qui était celui de Georges Forestier. Oui. Cette expérience-là, plus les cours, quand on a pour ambition de devenir metteur en scène de théâtre, elle est aujourd'hui, vous pouvez évaluer ce que ça vous a apporté, puisqu'on est quasiment au terme de votre mandat. Et oui. Eh bien, elle est très salutaire.
Vous avez fait quelle formation alors? Moi, j'ai fait le master professionnel de Nanterre. Donc voilà, je viens de... En théâtre? En mise en scène et dramaturgie. Donc j'ai fait donc ça. Une formation qui est académique ou qui a une part pratique importante? C'est que de la pratique. Ça reste quand même l'université publique, donc il y a évidemment un peu de recherche, mais c'est quand même beaucoup de pratique. Moi, j'ai travaillé avec Marie-Christine Soma, par exemple, Agnès Bourgeois, en fait, c'est des intervenants du milieu professionnel qui nous accompagnent dans des explorations. Donc, c'était en fait séparé par trimestre. On avait un trimestre, par exemple, de direction d'acteurs, un trimestre d'écriture, un trimestre de dramaturgie. Et la deuxième année, on a un grand stage que moi j'ai fait avec Éric Vignier, pour lequel j'ai travaillé ensuite. Et après, on doit présenter une maquette de spectacle de 30 minutes. Donc moi, j'ai travaillé sur un texte de David Léon, qui est un auteur contemporain, un texte qui s'appelle « Un jour, nous serons humains ». Donc voilà, j'ai fait ça comme ça, et après, j'ai passé l'audition pour venir ici, dans l'idée justement, forte de mon expérience d'assistanat avec Éric Vignier, en me disant que finalement, il fallait voir pour apprendre beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant, je pense. Et là, du coup, j'ai la chance de pouvoir apprendre en faisant, qui est encore une autre étape dans cet apprentissage-là, qui est une grande étape, je pense. Je me sens très chanceuse de pouvoir faire ça dans ces conditions, avec un décor qui est déjà là. On commence déjà à répéter dans le décor. C'est Oriane Robert qui signe la scénographie. Et puis avec tout le soutien quand même de ces gens qui travaillent ici et de l'institution aussi. C'est clair que... C'est-à-dire que la Comédie Française, c'est pas que la troupe, c'est effectivement des costumiers, des décorateurs. Oui, il y a toute cette logistique-là. Voilà, c'est quelque chose qui vous porte. Oui, c'est clair. Tout à fait. Et puis je pense de prendre la mesure. Moi, à mon avis, l'élément le plus important que j'ai appris cette année, c'est les temporalités de la création. C'est-à-dire qu'il faut être patient, qu'il faut se laisser frustrer, que ça prend du temps, que c'est beaucoup de relations humaines et que il faut faire confiance, quoi. Aussi à d'autres métiers, à d'autres métiers et à d'autres expertises, à une temporalité, quoi, que ça marche par couche et que on va pas voir le résultat qu'on a dans la tête déjà jamais, mais surtout pas tout de suite. Et ça, je pense que moi j'ai beaucoup saisi ça. C'est la grande différence à mon avis entre la théorie et la pratique, c'est que en théorie c'est clair et c'est limpide, et en pratique ça vient frotter et ça vient créer des effets d'émulation qui sont très riches parce qu'on travaille avec des acteurs, des actrices et qu'ils ont aussi leur vision de l'affaire et qu'ils ont leur tempérament, leur jeu, leur éducation artistique. Et ça veut dire que cette prise de conscience-là, elle s'accompagne éventuellement d'ajustements, de modifications du projet que vous aviez en tête quand vous êtes arrivé en vous disant je vais faire ça. Vous avez ajusté. Je sais pas si j'avais observé et réagi. Observer et réagi, ça c'est sûr. Ça, je pense, c'est même le cœur de la mise en scène, quoi. D'observer et de réagir. J'aurais pas dit mieux. Mais ajuster, je dirais pas non plus ajuster parce que je pense que il y a pas forcément de concession à faire. C'est plus effectivement, il faut trouver peut-être la bonne indication, le bon placement, le bon espace pour matérialiser ce qu'on veut matérialiser. Ça et ça prend du temps. Moi, ce que j'ai appris, c'est ça surtout. C'est que le théâtre, ça prend du temps et que c'est bien d'avoir une vie pour en faire parce que j'aurais sans doute envie de faire un prochain spectacle après celui-là, parce que j'aurais pas tout dit et ça. Moi, j'apprends beaucoup à filtrer aussi là, à choisir dans ce que je veux dire. Et donc à garder des choses pour plus tard. À garder des choses pour plus tard, bien sûr. Est-ce que
vous n'étiez pas là avant, donc pour vous, c'est pas une saison particulière, mais pour la maison, c'est une saison particulière, cette saison-là, puisque c'est la saison Molière. Ça veut dire que, voilà, on est plein de Molière. Et 50 Shades of Jean-Baptiste. Mais, voilà, Molière, c'est pas du théâtre contemporain. Ça peut être du théâtre contemporain, ça peut être des tas de choses. C'est ce qu'expliquait Éric Ruff, c'est-à-dire qu'ils se sont ici aussi rendus compte, alors qu'ils jouent Molière depuis toujours, que ça pouvait être une espèce de puissant fond avec des tas de possibilités. Qu'est-ce que peut transmettre une institution qui se trouve être la maison de Molière, comme la Comédie Française, à vous, à de jeunes artistes? Qu'est-ce que vous retenez, par exemple, de cette saison Molière, si on veut revenir sur la saison Molière? Bah déjà, je crois qu'on a profité quand même d'une expertise, parce que comme c'est un théâtre de répertoire ici, on a rencontré, en tout cas pour moi, j'ai rencontré des acteurs et des actrices qui ont une connaissance de cette langue-là. On a travaillé avec Clément Hervieux-Léger, par exemple, ou Éric Genovès, qui ont un amour de l'alexandrin, donc qui ont un rapport à ça qui est profond. Et donc ça, c'était très très beau de le voir en œuvre et d'apprendre d'eux tout ça. Et c'est vrai que c'était l'endroit pour être, je pense que quoi de mieux que d'être à la Comédie Française pour l'année Molière, parce que il y a quelque chose, il y a un amour du patron, les gens passent là par la statue. Ils l'embrassent, ils le touchent. Et puis, oui, je crois que pour moi, ce qui m'a apporté le plus, c'est de voir aussi que tout le monde a une relation déjà avec des pièces de Molière ici, un rapport très différent. Il y en a qui me disent « Oh là là, cette langue, vraiment, j'ai beau la faire et la refaire depuis 10 ans, c'est toujours aussi compliqué. » Mais ouais, je crois qu'on apprend beaucoup de cette connaissance-là, en tout cas. Et vous, votre rapport à cette langue-là, qui est effectivement compliquée et qui est compliquée à jouer, vous avez ramé? Bah, Robin. Moi, j'aime beaucoup Molière. C'est un peu le théâtre classique, le théâtre de répertoire, le théâtre du texte. Mais est-ce qu'on a envie de ça quand on a votre âge? Ben, ça dépend qui. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont mon âge et qui n'ont pas forcément envie de ça, qui sont plus attirés par du contemporain et de la création de plateaux et tout. Chose que moi, je découvre encore un petit peu parce que j'ai appris le théâtre avec cet amour des textes, un peu ce classicisme aussi, mais Molière, Racine, Tchekhov, enfin les auteurs en fait, avec les auteurs défendre un texte, qu'est-ce que c'est que servir un texte, qu'est-ce que c'est que d'être au service d'eux et de mettre le texte devant soi et d'être un vrai vecteur de ce texte-là pour pouvoir le partager dans un amour et un respect. Et moi, c'est des valeurs théâtrales qui me parlent et qui sont presque Vous n'êtes pas arrivé là par hasard. Bah, j'étais bien content d'être arrivé là. J'étais bien content d'être arrivé là l'année de Molière, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on est tous différents par rapport à ça. Et c'est ça qui est trop chouette. Et on peut tous aimer Molière à un vrai degré d'amour de la langue et tout, et vouloir en faire des choses complètement différentes. Et c'est beau, justement, dans une classe d'académie où on vient tous d'endroits différents ou pas, et même ceux qui viennent du même endroit, parce que on est 3 à venir de la même école qui est l'ENSAT à Lyon, et je sais qu'on n'a pas du tout la même pensée, la même vision de ce qu'est le théâtre, ce qu'est un comédien, ce qu'est un texte classique, à quel endroit un comédien se place par rapport à un texte, etc. Et c'est assez passionnant de mettre en commun, en fait. De mettre en commun tout ça, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire dans le projet aussi, où ça, dans les Tartuffes, ça patchwork un peu ça fuse au sein des répétitions, et c'est assez chouette de pouvoir en parler, en tout cas, de pouvoir échanger dessus. Je crois même pas que ce soit une question de génération, parce qu'on a eu cette conversation justement au niveau des alexandrins, et on s'était rendu compte que dans notre promotion, il y avait une moitié qui disait moi, pas du tout, et une autre moitié, nous, on était team alexandrin, où c'est quelque chose qui, depuis le début, nous a plu d'en faire du théâtre, dire des vers, avoir ce rapport ludique un peu avec la langue, qui n'est pas exactement la nôtre d'aujourd'hui, mais qui rime. Et je crois que de toutes les générations d'acteurs, on peut retrouver ce goût ou dégoût complètement. De la langue de Molière. Et alors vous vous êtes coltiné donc au texte original, le texte avant censure, qui est donc cette version régénérée par Georges Forestier, je sais pas comment on peut dire ça, et vous l'avez reconstruite avec l'aide de cette professeure de français du lycée Montaigne, et vous avez vous-même, je sais pas, adapté, reconstruit un texte
que vous avez vu mis en scène par Ivo Vanhove. Et donc, ça devient... Donc, c'est le Tartuffe ou l'hypocrite qui devient « et Tartuffe », point d'interrogation. Oui. Vous en êtes où avec les Alexandrins, Émilie? Moi, j'ai découvert le théâtre par la littérature. Enfin, je viens d'une formation classique de littérature. Et disons que j'ai d'abord aimé les auteurs avant de découvrir le théâtre. Donc moi, je me sens proche du corps. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de retrouver. Bien sûr, c'est complètement imaginaire. Je prétends pas à une quelconque forme de reconstitution du XVIIe siècle, mais d'essayer de retrouver en tout cas le souffle du corps. Vraiment, c'est en plus Molière. Je trouve que c'est une langue particulièrement physique, particulièrement marquée par des histoires de vie. Enfin voilà, un rapport quand même propre au XVIIe. Les histoires de vie des personnages, les histoires de vie de la troupe, de l'auteur, Jean-Baptiste. Voilà. Je pense qu'il y a tout un rapport quand même à la sexualité, à la famille, à la vie sociale, qui transparaît quoi dans la manière dont il écrit, qui est parfois, moi je trouve qui sonne encore aujourd'hui comme certaines fois comme une forme de soulèvement, où il y a quelque chose de dissident dans ce qu'il dit, dans la manière dont il a vécu sa vie. Enfin moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, il y a une grande liberté. Donc c'est aussi comment s'autoriser à plutôt s'inspirer de son souffle que de le rendre de manière je sais pas historique, ou je sais pas dans une forme de rêve qu'on pourrait avoir de la manière dont était dit l'Alexandrin ou le vers. Je pense que moi ce qui m'intéresse c'est plus d'être inspiré par sa voix, son corps, ce souffle là, pour essayer de trouver nos enjeux de liberté dans la création de ce spectacle, qui est pas effectivement qui est quand même une forme d'adaptation. Moi, je considère de toute façon la version de Georges Forestier comme une forme d'adaptation, même si évidemment il a suivi des protocoles de recherche rigoureux. On sait pas. En réalité, je pense qu'il faut être assez humble avec ça. On sait pas quelle était la version en 3 actes de Molière. Donc c'est plus assumer le fait que on rêve à cette version censurée et qu'il y a une part de mystère très grande et je pense très excitante à imaginer en effet quelle était la radicalité de cette version qui a été au moins étendue pour mieux passer ou radicalisée étendue à 5 actes. Voilà. Ouais. C'est pour ça je pense que j'ai choisi ce texte en particulier, c'est parce il génère du mystère, quoi. On sait pas vraiment si c'est vrai. Alors moi, c'était mon endroit de liberté. Et le mystère, c'est un champ des possibles beaucoup plus large pour vous? Pour moi, oui. En tout cas, face peut-être à une figure comme Molière dans une maison comme la Comédie Française. Et une figure comme le Tartuffe. Ouais. Et voilà. Moi, ça me permet de pouvoir m'amuser, je pense, de pouvoir essayer de contourner le poids qui peut exister quand même, je pense, s'attaquer tout de suite à un grand classique dans une grande maison. Vous dites, je rêve de fermer les yeux sur 400 ans d'interprétation et de me laisser aller à l'écoute de ce XVIIe siècle, de ce Jean-Baptiste s'épuisant pour faire jouer son Tartuffe. C'est très beau. C'est quand vous dites, je vais chercher le corps, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est aller. C'est essayer de moi. Du côté du réel, presque. Oui, complètement du côté du réel. Savoir leurs conditions de vie, par exemple, ça m'intéresse beaucoup. Comment ils vivaient. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient crâne rasé dans cette troupe? Possible, certains, puisqu'ils se portaient des perruques. Ouais, trop chaud. Donc, vous présentez cette adaptation et Tartuffe, point d'interrogation, les 8, 9 et 10 juillet prochains au Studio Théâtre, donc dans le public de la Comédie Française. Vous mettez en scène Émilie Lacoste. Cette adaptation inédite, d'une adaptation inédite, elle vous a permis, vous le disiez, de prendre un certain nombre de libertés. Jusqu'où vous êtes allé dans les libertés que vous avez prises par rapport au texte, par rapport à la forme, par rapport au personnage? En tout cas, juste du point de vue dramaturgique, après, je laisserai la parole, bien sûr. Il n'y a aucun ajout de texte. Voilà. Donc, il n'y a pas une langue qui viendrait se confronter ou qui viendrait entrer en choralité avec celle de Molière. Il n'y a que des mots de Molière et que des mots de Tartuffe.
Après, on est 6, donc il y a une actrice, Héloïse Chollet, qui joue 2 rôles, Dorine et Madame Pernelle. Et donc, on a par exemple redistribué la parole de Dorine sur la première scène. Ça, voilà, c'est un des gestes de dramaturgie. Après, j'ai aussi procédé à certaines coupes pour essayer de justement peut-être donner à entendre le texte d'une manière un peu singulière, pas juste par plaisir de tout modifier ou de composer. C'est pas un exercice de composition, mais plus par envie de souligner ce que moi j'avais entendu du texte et qui m'interpellait, et notamment le sentiment amoureux qui pour moi est la grande révolution du texte, enfin qui provoque vraiment des soulèvements et des prises de position radicales et qui permet à chacun de s'émanciper ou non à l'intérieur de carcans, d'idéologies. Quels sont je sais pas si vous voulez répondre, les grands enjeux de ce texte-là, tel qu'il a été amené à votre avis? Alors, celui de votre personnage. Vous jouez. Moi, je jouais Elmire. Un personnage qui prend une certaine densité dans cette proposition-là. Oui. Eh ben, c'est vrai qu'on s'est rencontrés avec Émilie, parce qu'Émilie, je sais que c'était déjà une volonté que la relation Elmire-Tartuffe soit au centre de tout ça, qu'il y ait la possibilité d'un véritable amour, qu'on puisse le voir. Et pour mon personnage à moi, c'est vrai que on a eu des cours aussi d'histoire, de la dramaturgie, tout ça cette année. Et j'ai noté que souvent Elmire avait un peu pâti du syndrome de la belle-mère. Et j'ai trouvé que souvent on lui jetait un sort un peu, on la sursexualisait, on pouvait la rendre un peu plus malicieuse qu'elle n'est finalement dans ce texte-là, où quand on reprend les choses, il y a quelque chose, on a toutes les deux, je pense, voulu donner quelque chose de beaucoup plus juste à Elmire, lui donner une sorte de force plutôt que quelqu'un d'intégrité, exactement, d'honnêteté, et aussi lui ouvrir la possibilité d'être vraiment touchée par ce personnage de Tartuffe qui peut-être qu'elle n'a jamais été aimée comme ça finalement, parce qu'elle arrive dans une famille où les enfants sont grands, ils ont à peu près peut-être son âge ou quelque chose comme ça. On n'a pas l'impression qu'Orgon lui donne beaucoup d'amour. Alors c'est vous qui jouez Orgon, hein? Oui, c'est Robin qui joue Orgon. Voilà. On chauffe du coup. On chauffe, mais on en fait ce qu'on en veut. Ça fonctionne. Voilà, ça marche. Ça marche. Et du coup, oui, quelque chose dans cette parole où d'un coup il y a cette grande déclaration à l'acte 2, et voir comment est-ce qu'elle, ça peut la toucher, même si à la fin, à l'acte 3, elle va vraiment prendre en charge. Et c'est ça qui est beau chez Elmire, c'est que c'est un personnage très fort. C'est elle qui va dire, allez, là, c'est plus possible, on peut plus vivre comme ça dans cette maison. C'est elle qui va mettre en scène toute la fin pour que soit démasquée effectivement cette hypocrisie qu'on ne peut pas complètement détourner, même si on essaye de le rendre le plus juste possible. En tout cas, vous mettez de la nuance et de l'ambiguïté comme dans la vie, en fait. Oui, voilà, c'est ça, que ce soit pas des Mais masques. ce personnage d'Elmire, il prend un peu de substance, en fait, dans cette proposition-là, par rapport, effectivement, à une version plus académique et traditionnelle. Mais complètement, et d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable à jouer aussi, parce que c'est par masque, c'est pas quelque chose de superficiel, comme parfois ce qu'on a pu voir ou lire. Ni de sexualiser. Je pense que c'est peut-être ça aussi... C'est pas un être, évidemment c'est un être, je veux dire, ça veut rien dire de dire c'est pas un être sexualisé, mais en tout cas c'est pas ça qui est mis au premier plan. Moi je pense que c'est l'être le plus lucide de la pièce. C'est vraiment la voix du metteur en scène, sans doute peut-être qui était Molière, mais avec tout ce rapport d'artifice. Enfin, Elmire a une grande vivacité d'esprit dans laquelle elle plonge à un moment pour révéler effectivement aux yeux d'Orgon, qui finit par le voir, que Tartuffe aime Elmire. C'est plus ça qui est révélé que son hypocrisie. Et ne pas en faire aussi, une des grandes lignes qu'on essaye de travailler en ce moment, c'est de ne pas en faire une victime. Ouais. Ce qui est très important, je sais que j'ai travaillé sur Desdémone dans Othello il y a quelques années aussi, et que c'était quelque chose de très jouissif, de justement trouver où est-ce qu'en fait, même si elle dit, bon bah voilà, j'en suis réduite, tout ça, mais elle est active. Elle est active, en fait, elle a quand même un très grand contrôle sur tout ça, et c'est très
ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la direction qu'Émilie prend. Et est-ce que vous finalement vous déplacez les enjeux initiaux de la pièce? La religion par exemple, est-ce que c'est encore un enjeu aujourd'hui? Est-ce que La foi, c'est un enjeu. La croyance, en tout cas. La religion, c'est pas ça qui m'intéresse le plus, moi. Mais effectivement, le degré d'adhésion que chacun des personnages ont à des formes de croyance, ça, c'est clairement au cœur de la pièce. Qui croit en quoi et comment cette croyance est sans cesse modifiée par des événements. Que ça soit une déclaration d'amour, que ça soit la perte d'une maison pour un enfant, pour Damis par exemple, que ça soit la révélation d'une vérité pour Orgon, ou que ça soit l'adhésion ferme et définitive à une illusion pour Madame Pernelle, par exemple. Ça, c'est évidemment que des engagements qui travaillent sur la notion de croyance. Même pour Tartuffe, je pense de comment... moi, ce que j'essaie de montrer, c'est comment cette personne qui a voué sa vie à la pratique d'une foi mortifiante, qui se rapprocherait peut-être au XVIIe siècle d'une forme de jansénisme très quand même violente pour le corps, finit par ne plus pouvoir serrer sa haire, quoi, et par parler. Donc oui, ça c'est clair que c'est pas la religion qui est au cœur, mais la croyance, oui. Et c'est l'idée de trahison, puisque vous jouez Orgon, voilà, le mari c'est une trahison trahi par son ami. C'est ça, mais je pense qu'on travaille plus sur l'amitié que sur la trahison de cette amitié-là. Enfin, en tout cas, évidemment qu'elle est importante puisque l'amitié monte pendant toute la pièce et même dès le début est déjà à un stade très haut. Moi, je sais qu'en tout cas, tu parlais des enjeux tout à l'heure et tout qu'ont nos personnages. Moi, je pense que mon enjeu principal, il s'appelle Tartuffe et c'est Orgon. Justement, il va jusqu'à écarter tout le monde pour ne laisser que Tartuffe. Il est obsédé par Tartuffe. Ou par cette amitié, parce qu'il lui... Oui, techniquement, c'est une forme... Il est hébété, oui, voilà. dit Molière. Enfin, dit Dorine. Il est devenu comme un homme hébété. Donc, oui. Oui, il est obsédé par Tartuffe, oui, complètement. En tout cas, ça lui a changé radicalement sa vie. Nous, on se raconte que c'est suite au décès de sa première femme, donc qui est évoqué dans la pièce, mais qui n'est pas un personnage, puisqu'elle décède avant le début de la pièce. Et donc on se dit que suite à ça, il a peut-être, tu parlais d'amour tout à l'heure et de l'amour en tant que vecteur principal aussi dans les choses dont on veut parler dans ce spectacle. Et je pense que cet amour, il a voulu, dans son travail en tout cas, l'infuser à Tartuffe, et il s'accroche à lui comme il peut. Et du coup, c'est de l'amour. C'est de l'amour, mais il y a plein de sortes d'amour. Oui, c'est pas forcément un amour romantique, mais oui, c'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour. Alors, Tartuffe est joué par Fanny Jouffroy, donc qui fait partie de cette académie. Tous les personnages de la pièce sont interprétés par de jeunes gens, alors que c'est une pièce où il y a, je rappelle, des différences d'âge. Il y a des jeunes et des vieux, il y a des femmes et des hommes. Le fait que vous n'ayez... de part ne serait-ce que la composition de cette petite troupe et aussi dans vos choix de distribution, pas respecter en fait la distribution classique attribuée automatiquement. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça vous apporte en fait? Moi, ça m'apporte la possibilité justement de peut-être me focaliser davantage sur l'aspect expérimental de la pièce, que je trouve être vraiment un dispositif d'expérimentation existentielle, quoi. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont mis dans des situations, chacune, de vie, comme on peut être mis, dans la dispute de Marivaux, par exemple. Il y a du coup une chose de cet ordre-là qui... C'est-à-dire la relation amoureuse. La relation amoureuse, la relation à la croyance. Ouais, déjà, c'est pas mal. Ça nous occupe bien. La relation au choix, vraiment au fait de s'émanciper ou de continuer dans la même voie. Il y a un rapport au déracinement qui est très fort dans cette pièce, à l'émancipation, à la liberté, quoi. Et ça, je pense que ça n'a pas d'âge.
et surtout ce que ça peut permettre effectivement qu'on soit, d'avoir 6 jeunes acteurs actrices au plateau, c'est de surligner cette dimension situationnelle en fait, métaphysique presque d'expérimentation, ouais. Parce que du coup ça nous éloigne d'une forme peut-être de réalisme dans des rapports plutôt du coup sociaux, de classe, voilà, c'est pas sur ça qu'on travaille. Est-ce que ça vous protège aussi d'une forme d'attendu par rapport à la pièce, par rapport à la comédie française, par rapport à Molière? Vous pouvez dire non. Hein. Non. Alors, vous jouez dans... Je me sens pas protégée, en tout cas. Non, vous vous sentez pas protégée, vous vous sentez pas fragilisée. Vous sentez pas... Vous disiez tout à l'heure que, en fait, il y avait pas d'une certaine façon d'adapter ce texte. C'était une façon de ne pas plier sous le poids... voilà, un mastodonte du théâtre comme le Tartuffe de Molière. Oui, peut-être ça ajoute le côté expérimental, un aspect ludique, parce qu'on joue avec ça, notamment Elmire par exemple, qui est vraiment qu'on construit comme un personnage vraiment aussi ludique, ou Dorine aussi comme un personnage metteur en scène qui vient dire qui arrive quand d'assumer peut-être une certaine forme d'artificialité pour construire ces situations à vue presque. L'artificialité parce que c'est formel, tout ça. C'est vous en avez fait des moments qui scandent les apparitions de Dorine, par exemple. Oui, disons qu'il y a un rapport, je pense, assumé au fait que c'est une expérience et c'est pas une recréation d'une situation de vie. C'est un condensé en fait. Tout se passe en une journée et on expérimente tout ça en une journée quand même. La malédiction d'un enfant, la déclaration d'amour d'un dévot, l'émancipation d'une femme. C'est une sacrée journée quoi. Donc je pense que le choix qui est fait, c'est de considérer que oui, ça c'est artificiel, c'est expérimental et n'allons pas commencer à nous poser des questions peut-être trop sur les, je sais pas comment dire, mais des relations très psychologiques qui au demeurant par ailleurs sur certains textes sont très pertinents et dans certaines distributions. Mais là je pense que le fait qu'ils soient tous jeunes permet encore plus de souligner ça, le côté dispositif quoi. Alors, vous jouez dans, j'avais dit 2 semaines, mais Robin m'a reprise avant. Voilà. Alors, en fait, c'est un peu moins de 3. Je suis obligée de vous le dire, il faut affronter les choses. C'est dans moins de 3 semaines. Voilà. Donc, dans moins de 3 semaines, vous serez devant le public de la Comédie Française sur la scène du Studio Théâtre. Vous en êtes à quelle étape? Vous avez commencé quand? Vous en êtes où? Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire? On est prêts. Vous avez un planning, rétro-planning. Vous êtes prêts, Robin? Non, faut. Parce que vous jouez par ailleurs. Les uns et les autres, vous êtes sur scène. Ouais, on joue tous. Sauf et aussi, en fait, Héloïse qui a fini, je crois. Ouais. Elle était sur la tournée du Tartuffe du Tartuffe. Mais sinon, Jérémy est sur la Var, vous êtes sur Bourgeois, et avec Fanny, on est sur Scapin. Scapin. Donc on est un peu. Donc on joue tous. Et vous en êtes où là? Ben, je crois qu'on a à peu près traversé presque toute la pièce, si je ne. Il manque la dernière scène, je pense. Donc ça veut dire que vous êtes, c'est lecture à la table? Non, ça veut dire qu'on a vraiment commencé à travailler toutes ces scènes. On aimerait bien être encore à la table. Moi, j'aimerais bien. Mais comme a dit Émilie tout à l'heure, on a eu la chance aussi de travailler dès la première répétition avec le décor. Et ça joue énormément. Moi, je trouve que c'est vraiment un appui pour les comédiens d'être dans ce décor qui en plus est très facilitant pour le jeu, je trouve. Il appelle à jouer ce décor. Il y a plusieurs modules, vous verrez, qui sont modulables dans le jeu. Et donc nous, on peut aussi jouer avec. Ça nous donne des vrais appuis qui seront répercutables par rapport à ce qu'on fera vraiment au niveau des déplacements. Ça aide. Et du coup, on est au plateau tous les jours, 6 jours par semaine. Oui, 6 jours par semaine. Ouais. Et vous serez sur la scène du Studio Théâtre le jour même ou vous aurez 3 jours avant. 3 jours avant. Le temps de faire des lumières. Ouais, voilà. Ça va faire une création lumière. C'est Diane Guérin donc qui fera les lumières du spectacle. C'est vertigineux ou pas, Émilie?
Eh bien, oui. Oui. Oui, c'est vertigineux. Mais c'est bien d'être ravi de vertige. Mais est-ce que l'institution, en fait, à un moment donné, elle a cette valeur bénéfique de vous aider, de vous accompagner? En fait, même si c'est vertigineux, de toute façon, on avance et en fait, je pense que la machine avance et voilà. Je pense que l'institution nous a aidés, mais que là, non, c'est quand même un état de solitude, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens quand même comme ça. C'est-à-dire que il y a personne pour me dire, nous dire, leur dire quel choix faire à part nous. Et c'est bien comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe. Après, oui, on a été très aidés. Enfin, par exemple, la scénographie a été conçue par Oriane Robert, mais réalisée par les ateliers de Sarcelles et c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve vraiment, je suis ravie de cet espace. Je le trouve très beau. On a été aidés. Moi, j'ai été aidée par Laurent Mulaisen sur la dramaturgie. Je peux discuter quand j'en ai envie avec Eric Ruff sur la direction d'acteurs. On est aidé pour la communication par Anne-Marie et toute l'équipe. Donc, oui, on est aidé. Après, il y a quand même un endroit où on est seul. Et c'est cet endroit-là de vertige, mais qui est très bien. Et ce qui est très bien, c'est que il y a une obligation enfin, il y a une date de fin. Oui, une date butoir, voilà. ça. Donc, il faut y aller, quoi. Donc, on y va. Alors, dans quelques semaines, vous jouez, dans moins de 3 semaines. et dans quelques semaines un peu plus, vous quitterez la Comédie Française. Qu'est-ce que vous retenez de ça? Vous êtes quasiment au bout des 11 mois. Qu'est-ce qu'on... Est-ce que vous avez... Alors, rien du tout, hein, vraiment, c'est comme une flèche. La cantine. Mais est-ce que vous avez déjà un recul sur... Sachant que vous êtes dans le jus, là, donc je comprends que ma question, elle est un peu... Mais quand même, ça fait quasiment 11 mois que vous êtes là. Il n'y a presque pas eu de pandémie, en fait. Vous êtes arrivé... après la cata, il y a eu quand même des ajustements parce que le Covid est toujours là. Il y a eu la saison Molière. Il se passait un certain nombre de choses. Vous êtes retrouvé mettre en scène. Vous êtes retrouvé à vous raser le crâne. Qu'est-ce que certains sont partis en tournée. C'était une année d'expérience. En tout cas, moi, je sais qu'en sortant d'école, j'avais un besoin de jeu qui devenait nécessaire parce qu'en école, c'est vrai qu'on apprend beaucoup, on fait beaucoup de stages et tout, mais on a peu, enfin, en tout cas dans la mienne, là où j'étais, on a peu de rencontres avec le public et d'affrontements, de jouer devant un peu, de jouer devant, en tout cas, de jouer avec, de jouer devant, et c'est étrange parce que finalement, c'est ça qui va faire notre métier et qui va faire le concret de notre métier, et on n'est pas du tout dans la même optique quand on prépare un spectacle ou quand on prépare une petite forme, quand on travaille des scènes. Si on sait que c'est pour comme finalité jouer devant un public, un vrai public entre guillemets, parce que quand je dis vrai public, c'est des gens inconnus, c'est pas papa, maman et les copains qui viennent regarder le spectacle comme c'était en école. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça nous fonde dans notre métier, je pense, d'être pour les comédiens en tout cas, d'être tous les soirs devant 800 personnes en salle Richelieu. La scène, elle est chargée d'une histoire aussi. Enfin, et ça, c'est perceptible. Ça, c'est très perceptible. Je trouve que c'est du très concret, ça. C'est du très concret et c'est ça qui est vraiment agréable dans cette formation et dans cette opportunité qu'on a, qui est quand même assez incroyable, quoi. Et puis, on passe par beaucoup d'endroits aussi. Moi, je sais que je suis passé par des grands moments de bonheur, de jeux, de répétition et tout. Et puis aussi des moments où... D'effondrement pour X ou X raisons, ou de surmenage parce qu'on a des horaires pas possibles, mais ça fait partie du truc aussi. C'est un an. Ça fait partie de la Comédie Française et de la troupe. Ah bah complètement, et ça se sent, ça se voit chez les comédiens de la troupe qui sont là depuis 50 ans, ça se voit chez nous, et ça se voit à la même échelle. C'est flagrant, quoi. Certains comédiens sont à 14 représentations par semaine, je crois que je dis pas de bêtises. Ah bah je regarde, je vois Arthur qui dit oui.
Ça, ça, pour le coup, c'est vrai que c'est vertigineux. Ouais, ça fait briller les yeux en même temps, c'est vertigineux. Il y a eu un moment de l'année, on était tous sur les 3 spectacles qui alternaient, donc on était tous les jours, 2 fois par week-end, plus on avait les cours, plus les répétitions l'après-midi, donc c'était comme ça, mais je sais que moi je repars avec une grande faim, une grande exigence aussi des choses que je veux monter après. J'ai l'impression que je veux plus faire de concessions sur les choses que j'ai envie de monter après, en tout cas parce que ça m'a montré que avec toutes les différences qu'il y a eu dans les mises en scène dans lesquelles on a joué cette année, que ça se faisait, quoi, et qu'il y avait des endroits où, comme ici, on rêve grand, je trouve, et on va jusqu'au bout de ses idées quand on monte un projet, et donc ça, c'est une bonne chose avec laquelle partir, je pense. Alors moi, qu'est-ce que j'ai appris? C'était ça la question? Je sais plus. Non, vous repartez avec quoi? Ah oui, je repars avec quoi? Eh bien, moi, je repars avec des rencontres marquantes, quoi, de théâtre ou d'amitié ou de théâtre, d'amitié sans doute, enfin de personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler, en fait. Je sais pas, par exemple, j'ai rencontré Anne Kessler, qui m'a beaucoup apporté, qui est une comédienne de la troupe, voilà. Enfin, beaucoup de rencontres à beaucoup de niveaux différents d'ailleurs, pas que d'acteurs et d'actrices, mais donc ça, je souhaite que ces rencontres-là puissent être poursuivies, quoi. Et après, je repars avec, je pense aussi une grande humilité par rapport à ce que demande le théâtre, mais qui vient avec cette histoire de patience là que je suis en train d'apprendre. Si ça a changé quelque chose, c'est votre rapport au temps? Mon rapport au temps, ouais, ça c'est clair. Oui, c'est évident. Un espèce de plus grand calme, même si c'est pas forcément toujours visible, parce que je panique encore beaucoup, mais il y a quand même un endroit qui s'est apaisé là, de voir que finalement, oui, des fois il y a des situations très belles sur le plateau qu'on découvre 3 jours avant. Enfin voilà, je pense un rapport au contrôle aussi, à qu'est-ce qui est de l'ordre de ma responsabilité en tant que metteur en scène, dramaturge, et qu'est-ce qui est de l'ordre de la responsabilité d'un acteur ou d'une actrice et dans laquelle je n'ai rien à voir. Donc ça c'est aussi ça calme, parce que on se dit oui, je peux sur certains éléments, j'ai la possibilité d'améliorer, de m'exprimer mieux, de trouver une indication plus pertinente, plus activante. Et puis il y a d'autres éléments sur lesquels je peux pas. Et ça me concerne pas, ça sera pas ma trace sur le spectacle, ça sera pas à moi. Donc aussi de voir, c'est vrai, la chance d'être quand même dans un théâtre où il y a tous les corps de métier en permanence, des permanents, de voir oui, qu'est-ce qui prend du temps, et qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui n'en est pas. Ça, c'est important d'apprendre ça, je pense. Et c'est le mot de la fin. Merci à tous les 3. Merci à vous qui nous regardez. Merci à Arthur Lenoir et à Andrea Vichange qui filme. Je rappelle que Et Tartuffe, adapté de la pièce de Molière, Le Tartuffe ou l'Hypocrite, est présenté du 8 au 10 juillet au Studio Théâtre par les académiciens de la Comédie Française. Promotion 2021-2022, mise en scène et adaptation Émilie Lacoste, scénographie Oriane Robert, lumière Diane Guérin, son Louis Rivry, collaboration artistique Joséphine Sup avec les comédiennes et les comédiens de l'Académie, Emma Laristan, Robin Azema, Vianney Arcel, Jérémy Berthou, Héloïse Cholet et Fanny Jouffroy dans le rôle du Tartuffe. J'ai oublié quelqu'un? Le costumier. Et le costumier? Yanis Véro. Alors, Yanis Véro, j'avais oublié le costumier. Pas de problème, ça c'était ma responsabilité. À la semaine prochaine, donc pour une dernière émission de saison, une émission un peu différente, avec un format un peu différent, conçu par le réalisateur des Théâtres à la table, Clément Gobert. Bonne semaine avec la Comédie Française. Merci. Merci beaucoup.